Vie et société que vous suivez ce dimanche 3 septembre 2023. Et au pupitre de son, nous travaillons avec Bienvenue Litete, la régie de Julie Lucilou. Nous recevons dans ces studios de la RTNC l'invité habituel de l'émission Vie et Société. C'est Dismas Kitenge que nous disons bonjour. Bonjour Julie Lucilou. Merci, merci, bienvenue. Merci. Voilà. Nous parlons d'un sujet très important aujourd'hui, c'est regard sur le point politique de la Tchopo en RDC. Nous disons regard sur le point politique de la Tchopo en RDC. Donc, il y a des constants, vous voyez la Tchopo, la province de la Tchopo quelque part, bon, on amorce bientôt les élections et vous voyez comment battre campagne, comment faire... la Tchopo à quel point politique sur le plan national. Je crois que nous allons un peu parler là-dessus. Nous vous recevons en tant qu'activiste des droits humains. Exact. Je crois que ça tombe bien. Très bien, c'est un sujet qui défraie la chronique. Surtout, nous sommes en pleine période de campagne électorale. Oui. Et ça va permettre également de savoir les personnes qui seront là et quel rôle elles vont jouer et quel rôle joue la Tchopo sur l'échiquier national. Et quelque part également, nous allons enjasser les questions jusqu'à ce que nous allons atteindre le niveau international. Absolument, absolument. On voit MONUSCO menacé de partir. Il y a la position actuelle de la France vis-à-vis de l'Afrique. Nous allons un peu parler de ça. Mais quand cela nous tienne, M. Dismas, comment les auditeurs peuvent comprendre par le point politique? Lorsqu'on parle des points politiques, on sous-entend quoi? Lorsqu'on parle de poids politique d'une personne ou d'une entité, on attend d'abord l'importance qu'on accorde à cette personnalité-là au niveau des institutions. Donc l'importance. Et ici, lorsque nous parlons de poids politique de la province de la Tchopo, on voit d'abord l'importance qu'on accorde à la province de la Tchopo dans les différentes institutions du pays. Oui. C'est-à-dire au niveau des animateurs de ces institutions. Ça, c'est le premier élément, l'importance qu'on accorde. Deuxième élément, ce serait les responsabilités également qu'on accorde aux ressortissants de cette province-là. Troisièmement, ça peut être aussi le nombre des députés, des élus locaux et nationaux de cette entité-là. Oui. Quatrièmement, ça peut être aussi la considération. Oui. Dans le poids politique peut entrer aussi la considération qu'on accorde aux leaders, aux élites et leaders de cette entité-là. Dans la prise de décision du pays. Oui. Est-ce que ces leaders sont consultés? Ces leaders-là pèsent? Ils sont écoutés? Ces leaders-là ont une considération de la nation? Est-ce qu'il y a des leaders? Quand quelqu'un parle, il peut influencer. Oui. Ça peut être aussi le poids des leaders et des élites politiques, intellectuelles de cette entité-là. Tout ça, c'est le poids politique. Le poids politique aussi peut être confondu. Oui. Le poids politique peut être aussi confondu au poids démographique. Oui. Au poids démographique, c'est-à-dire la manière dont les populations de cette entité-là sont consultées, sont considérées dans la prise de décision. Donc, ça peut être le poids démographique de la population, ça peut être aussi l'influence qu'exerce cette population dans la prise de décision politique du pays. Donc voilà, ça c'est les différentes significations qu'on peut attribué au poids politique. Au poids politique. Oui, d'une entité. Donc, vous parlez de la population, vous voyez la capacité des élites à influencer les décisions, au niveau national. Si nous pouvons également prendre les leaders. Je prends le terme leader. Est-ce que la Tchopo a des leaders, selon vous?
Oui, la Tchopo a des leaders. La Tchopo a des leaders au niveau local et au niveau national. Oui. Il y a des leaders. Mais est-ce que ces leaders-là pèsent maintenant au niveau national? Mais il faut dire que d'un côté, on doit reconnaître que la Tchopo a des leaders. Des leaders au niveau local, des leaders au niveau national. Mais maintenant, est-ce que ces leaders-là pèsent sur le plan politique? Oui. Ça, c'est une autre question. Et si nous regardons, j'ai dit oui, on a des leaders. Oui. On a des leaders. On a des gens qui sont entendus. On a des gens qui, dont les opinions, dont la personnalité influent sur le comportement des personnes et sur les décisions. Il y a des gens qui influencent les décisions. Ici, nous parlons d'une façon simple. Anonyme. Simple. On va pas citer. On ne peut pas citer. Non, on ne peut pas citer. S'ils sont là, ils peuvent facilement nous écouter. Oui, j'ai dit que ces gens-là, les leaders existent. Que les élites ou les leaders de la Tchopo nous suivent et puis eux-mêmes vont se caractériser. Oui, je ne cite pas. Je ne cite pas. Je vais rester d'une façon impersonnelle. Oui. Mais j'ai dit que les leaders existent. Mais la question serait, est-ce que les leaders pèsent au niveau national? Ça, c'est une autre chose. Voilà. Hein? Et là, on peut bien discuter. Oui. Donc, bon, nous voyons, il y a déjà les auditeurs qui ont nos coordonnées, qui commencent déjà à intervenir, mais nous ne pouvons pas les recevoir directement au micro, qu'ils nous fassent les textos. Mais néanmoins, lorsque vous dites qu'il y a les comportements, les élus, donc ici, les élus, il y a les élus nationaux et les élus provinciaux, ou locaux, si nous pouvons le dire. Maintenant, ces élus, mais le point politique pour les élus locaux, ça peut influencer quoi sur le plan national, au niveau provincial, par exemple. Même si vous aviez 20 députés provinciaux, 30 députés provinciaux au niveau bon, tel que nous le disons, au niveau provincial. Mais est-ce que ça peut influencer quelle décision au niveau national? Je vais d'abord de ce que vous venez de dire, les élus locaux. Les élus locaux, comment les élus locaux peuvent-ils influencer la prise de décision au niveau national? C'est la qualité des élus. La qualité. Si vous avez des personnalités, vous avez des gens qui gouvernent bien, qui ont une réputation nationale, même tout en étant local, mais qui sont bien connus ou qui peuvent être bien connus par leur façon de se comporter, par leur gouvernance. J'ai dit ceci. Il peut y avoir, on citera le nom de personnes, hein, mais on restera d'une façon impersonnelle. Alors, un leader, un élu local, mais qui n'est pas connu par la population nationale, mais qui vient d'être élu, et à qui on confiait la responsabilité de diriger une entité. Et si il dirige bien cette entité-là, il va se faire connaître au plan national. Puisque, nous parlons de la Tchopo. Kisangani n'est pas n'importe quelle ville. Jusqu'à présent, Kisangani est considéré, du point de vue politique, comme la troisième ville. Soyons transparents. Lorsque vous dites que Kisangani n'est pas n'importe quelle ville, vous voulez dire que, où est-ce que vous voulez amener Kisangani? Vous voulez dire que vous voulez considérer la ville de Kisangani comme si c'était une ville extra ou bien c'est... Non, j'ai dit c'est une ville historique. Historique. Sur le plan politique. C'est une ville qui a joué un rôle important dans l'histoire politique de la RDC, qui ne peut pas être considérée comme n'importe autre ville de la RDC. Kisangani a donné le Premier ministre, le leader charismatique Lumumba, est venu d'ici. Kisangani a joué un rôle dans l'accession du pays à l'indépendance. L'histoire de Kisangani, c'est dans les villes. Kisangani a joué un rôle. Kisangani, Lumumba est venu de Kisangani. Il est venu du Kasaï, mais sa vie politique, il l'a mené ici à Kisangani. Il a commencé et mené sa vie politique à Kisangani. C'est grâce à ces actions politiques menées à Kisangani qui l'ont fait connaître sur le plan national. Donc, voilà. Et le parti politique qu'il a créé. Ouais, non, voilà, c'est les berceaux. Donc, je dis que Kisangani n'est pas n'importe quelle ville, c'est-à-dire dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo, Kisangani a une place de choix. Elle a joué un rôle important dans l'accession de l'indépendance, dans l'accession du pays à l'indépendance par les leaders. Le parti de MNC Lumumba est né ici à Kisangani.
et qui a eu un rayonnement national à partir de Kisangani. Ça, c'est très important à retenir. Donc, dans la vie politique de 1960 jusqu'à 1964, Lumumba et ses partisans, donc Kisangani a joué un rôle important. Nous sommes arrivés en 1964 avec la rébellion. La rébellion de 64 est devenue une rébellion nationale, si je peux dire comme ça, un caractère national, grâce à la ville de Kisangani. Quand les leaders se réclamant de Lumumba sont arrivés à Kisangani et qui se sont installés à Kisangani, c'est à ce moment-là que la rébellion qui a commencé au Bandundu avec Pierre Moulele est devenue vraiment, a eu un caractère national. Le rôle de Kisangani dans la rébellion là, de 64. Le rôle de Kisangani aussi sous le règne du président Mobutu. Kisangani était très important. Mobutu a lancé beaucoup d'initiatives ici. Mobutu ne faisait jamais 2 ans sans arriver à Kisangani. Donc Mobutu a considéré aussi Kisangani et il a dit dans plusieurs discours que Kisangani était le berceau du nationalisme. Donc le caractère déjà cosmopolite de cette ville de Kisangani, où à partir de 1960, il y a eu beaucoup de tribus, beaucoup d'ethnies qui ont vécu paisiblement à Kisangani, a démontré aussi que Kisangani avait le caractère nationaliste, avait le caractère de vraiment des berceaux du nationalisme. C'est qu'on n'a pas connu des épirations ethniques à Kisangani. Ça, c'est aussi pour vous montrer que Kisangani n'est pas n'importe quelle ville. Donc, tous les leaders qui sont venus déjà en 1964, Lumumba, qui n'était pas de la province de la Chopo, mais il est venu ici, il était bien accueilli, il a lancé son mouvement. Gizenga, qui n'était pas d'ici, il est venu, il a été accueilli. Bon, voilà, ça c'est. Sous Mobutu, on ne peut plus dire. Mobutu faisait beaucoup d'actions ici à Kisangani. Qu'est-ce que Mobutu a fait normalement pendant les règnes de Mobutu? Mobutu a dirigé pendant 32 ans. 32 ans. Bon, quels sont les signes référentiels de Mobutu? C'était par le fait d'abord la fréquentation de cette ville. Oui. La fréquentation de toutes les villes de la RDC, hormis Kinshasa, où c'est le siège des institutions, où Mobutu restait. Mais les villes que Mobutu a plus préférées, ou que Mobutu a plus visitées, qui n'a pas non plus posé de problèmes sous les règnes de Mobutu, c'est Kisangani. Kisangani, oui. Kisangani. Et Mobutu venait ici faire des actions politiques de grande envergure. Il faisait ici. Mais sur le plan de construction, même si on dit qu'il n'a pas beaucoup fait, mais il a considéré cette ville comme une ville paisible, comme une ville politique où on peut mener des actions et sans connaître beaucoup de violence. Et Kisangani n'était pas une ville de violence. Donc une ville cosmopolite. Cosmopolite aussi, depuis l'indépendance. Oui. Depuis l'indépendance, déjà, le caractère cosmopolite de la ville était consacré. Très chers auditeurs, vous suivez l'émission Vie et Société. Nous recevons dans ces studios M. Dismas Kitenge, il est activiste des droits humains. Nous parlons d'un sujet très important, ce regard sur les points politiques de la province de la Chopo en RDC. Oui. Ok, je continue encore. Nous arrivons à l'époque de Musée Laurent Désiré Kabila. Déjà rebelle avec l'AFDEL, il arrive à Kisangani. Le fait d'avoir conquis Kisangani, qui lui a facilité la conquête du reste du pays. Souvenez-vous, on est au stade de Lumumba, où il reçoit l'ambassadeur algérien des Nations Unies, Lakhdar Brahimi. Et c'est la population de Kisangani qui chante. Quand il demande, bon, vous voyez les diplomates qui est là, et il me demande de négocier avec le régime de Mobutu. Et la population qui vous dit non, la population lui répond non, avancer, libérer. Donc la population lui a donné l'appui politique. Déjà sous Kabila le père. Et Kabila le père était conforté de ça. Donc Kisangani qui était le verrou qui n'allait pas sauter sous Mobutu. Donc Kengo Adondo a dit Kisangani ne tombera pas. Nous sommes en mars 1997 et Kisangani qui tombe avec l'AFDEL et Kisangani qui ouvre à l'AFDEL la conquête du reste du pays. Et c'est parti trop vite. Voilà. Alors nous sommes sous Musée, Kisangani encore considéré, voilà. Avec le RCD, arrive la rébellion du RCD. Je vous montre toujours le caractère historique important de la ville de Kisangani. Donc Kisangani n'est pas n'importe quelle ville. Sur le plan politique. Vous êtes en train de vous argumenter sur Kisangani n'est pas n'importe quelle ville politique. Et le poids de Kisangani, je vais démontrer maintenant. Alors, on arrive à la rébellion de 98 du RCD.
quand le RCD a conquis Kisangani, que la rébellion qui est venue de Goma était considérée comme maintenant une rébellion nationale. Il y avait maintenant des revendications nationales. Le RCD est devenu, avec la conquête de Kisangani, est devenu un mouvement rebelle sérieux. C'est-à-dire qui est considéré vraiment avec l'ambition de renverser le pouvoir de Kinshasa. Donc, Kisangani a joué un rôle important pour ajouter à une dimension politique à la rébellion du RCD. Donc, vous voulez dire que Kisangani peut vous pousser d'aller de l'avant. De l'avant. Kisangani peut également vous réduire, sur tous les plans. Sur tous les plans. Alors, voilà, la résistance aussi de la population de Kisangani à la rébellion du RCD a fait montrer aussi que cette rébellion n'était pas une rébellion nationaliste avec des nationaux, mais c'était aussi une rébellion agression. Hein? Donc, ou une agression-rébellion. Les deux, là, les termes, là. Kisangani a aidé à montrer le caractère de l'agression de la RDC par les pays voisins. Donc, c'est Kisangani. Alors, j'arrive maintenant au régime Kabila, le fils. Kisangani aussi a joué un rôle important. On a vu comment les PPRD a été constitués, ainsi de suite. Les leaders de la province orientale ont joué un rôle de plan dans la libération du pays, mais aussi dans la pacification du pays. Kisangani, dont les leaders de la ville et de la province ont joué un rôle sous les régimes passés. On arrive au régime actuel. Aussi, Kisangani n'est pas négligé. Donc, le président de la République actuelle, quand il a eu le pouvoir, parmi les villes qu'il a aussi visitées, c'est Kisangani. Et Kisangani aussi dans l'agenda politique. L'agenda politique de tous les grands leaders, y compris du gouvernement, Kisangani a occupé toujours une position privilégiée, une position prioritaire, si je puis dire comme ça. Donc Kisangani n'est pas n'importe quelle ville, et du coup, Kisangani est toujours dans l'agenda politique. Voilà. Hein? Et non pas dans Kisangani aussi. Une autre dimension à ne pas négliger. Kisangani, depuis longtemps, était toujours considérée comme une ville universitaire importante. Donc déjà, sous le régime Mobutu, nous étions la 3e ville universitaire importante au niveau des universités. Et l'université de Kisangani, puisque nous parlons de Kisangani comme une ville importante, pas n'importe laquelle, Kisangani, par le rayonnement de son université, a donné une influence sur tout le mouvement, sur tous les secteurs de l'enseignement supérieur universitaire de l'Est. Ce sont les professeurs de l'université de Kisangani qui sont allés donner une impulsion à Bukavu, qui sont allés donner une impulsion à Goma, qui sont allés donner une impulsion à Bunia. Donc, l'université de Kisangani a rayonné sur l'ensemble de l'Est. Mais pas seulement sur l'ensemble de l'Est. Kisangani aussi a une grande réputation sur le reste du pays. Parmi les grands médecins, parmi les grands politologues, parmi les psychologues, donc du pays, Kisangani est cité en bonne position, a formé ses leaders intellectuels, a formé l'élite intellectuelle de la RDC. Une bonne élite est venue de Kisangani. Donc Kisangani n'est pas n'importe quelle ville. Voilà. Quel est alors le point politique de la province de la Tchopo? Ok. Les poids politiques de la province de la Tchopo, on peut le voir, ce poids-là, à travers quelques éléments. Le premier élément, comme je vous disais, l'importance qu'on accorde à cette province et à ses ressortissants au niveau national. Donc, je dirais aujourd'hui, depuis que nous sommes sous cette législature, donc Kisangani n'est pas négligé. Kisangani, bien sûr, ne joue plus le même, n'a plus le même poids politique qu'il avait dans les régimes précédents, mais il n'est pas non plus négligé. Donc, il y a toujours, voilà, il n'a plus le même poids politique qu'il avait dans les institutions, dans les institutions de la République. C'est-à-dire, quand on parle des institutions de la République, il faut voir le gouvernement. Le gouvernement, il faut voir le Parlement, il faut voir le Parlement, donc les 2 chambres, il faut voir au niveau de la justice, il faut voir au niveau de l'armée, de toutes les grandes institutions du pays. Donc, Kisangani, la Tchopo, notre province, n'est plus négligé, mais n'a plus le même poids qu'il avait. Puisque,
Avoir le même poids, c'est avoir aussi des apports. Vous voulez dire que Kisangani avait un grand poids d'antan, parce que c'était encore la province orientale. Oui, orientale. Mais maintenant, nous sommes démembrés. On est démembrés, alors ça crée la faiblesse un tout petit peu. Non, ça diminue. Ça diminue le poids. Ça diminue le poids politique. Oui. Ça diminue le poids politique. Puisque la province est démembrée, on a 4 provinces. Au lieu d'une province comme on avait. On a maintenant la Tchop. Oui. Alors, la Tchop, sur le plan politique, puisque n'oubliez pas que nous avons 26 provinces. 26 provinces. Hein? Alors, s'il faut faire la répartition des sièges, on fait la répartition d'après le poids démographique. Dans ce que vous avez dit, le poids politique, j'ai eu aussi à épingler l'élément poids démographique, le poids de la population. Nous ne sommes pas la province la plus peuplée. Nous sommes la province la plus vaste. La plus vaste et non la plus peuplée. Et non la plus peuplée, mais nous sommes la plus vaste. Et stratégiquement, nous avons la ville parmi les plus importantes. Donc, nous avons la ville de Kisangani, qui, en tant que ville seule, pas comme province, pas chef-lieu de la province de la Tchop, pèse sur le plan politique, sur le plan national. Donc, mais notre population, nous n'avons pas la population la plus peuplée de la RDC. Par exemple, le Nord Kivu a plus de population que nous. Oui, le Nord Kivu est parmi les provinces les plus peuplées de la RDC. Le Nord Kivu. L'Ituri a un poids démographique. Même le nombre de députés de l'Ituri dépasse le nombre de députés de la Tchop. Le nombre de députés provinciaux nationaux de l'Ituri dépasse. Puisqu'il y a une population importante dans une entité moindre, moins vaste. Mais il y a une forte densité, concentration, que nous n'avons pas. Nous avons l'espace. On a l'espace, c'est tel que le territoire de Bafouassène d'ici. Les territoires les plus vastes de la RDC. Les plus vastes de la mais RDC. Parmi les moins peuplés. Le territoire. Il est presque vide, Le plus forestier. Oui, voilà, il est presque vide. Alors ça, ce sont des éléments à prendre en considération. Parmi les critères que j'ai donnés, les éléments qui vous permettent de mesurer, de prendre en compte le poids politique, il y a aussi la démographie qui joue. Voilà. Le Nord Kivu, c'est parmi les provinces les plus peuplées de la RDC. Bon, bien sûr, Kinshasa vient en tête. Vous voyez déjà le poids de Kinshasa. Kinshasa, c'est entre 15 à 18 millions d'habitants. 15 à 18 millions d'habitants, la capitale. La capitale. Ça, c'est déjà la capitale. Mais quand on regarde les provinces, à part la province-ville de Kinshasa, le Nord Kivu pèse du point de vue démographique. Katanga. Après le Nord Kivu, le Katanga a été démembré. Nous avons le Haut-Katanga, nous avons le Lualaba, nous avons le Haut-Lomami, nous avons le Tanganyika. Donc, Katanga, en tant que Katanga, n'a plus le même poids. Donc, il faut voir le Haut-Katanga. Bon, le Haut-Katanga, il y a des gens, mais le poids démographique. Le Haut-Katanga pèse par Lubumbashi. Puisque Lubumbashi aussi, c'est comme Kisangani. C'est une grande ville qui a aussi une histoire particulière, qui a une renommée. Donc ça, c'est Lubumbashi. Alors, je vais dire, du point de vue démographique, du point de vue poids politique, nous n'avons plus le même poids politique que nous avions dans les temps. Mais nous ne sommes pas non plus totalement négligés. Donc, voilà. Dismans, alors, qu'est-ce qui expliquerait la faiblesse ou le faible poids politique de la Tchop en RDC? Et quelque part, avant de répondre à cette question, vous voyez le nom Tchop. Le nom Tchop par rapport aux 26 provinces vient toujours presque à la fin, à Vatchouap, si nous pouvons le dire. Bon, c'est le problème de l'être alphabétique. Est-ce que le fait d'être à ce niveau, ça pourrait également créer une faiblesse? Parce qu'il faut d'abord servir ceux qui sont là. On voit d'abord la ligne jusqu'à ce qu'atteindre 25 et 26e, maintenant vous êtes servi. Ça peut également non, ça n'a pas affaiblir. Non, ça n'a pas d'impact. Le fait, la lettre. On peut changer le nom? Non, on ne peut pas changer le nom. Chopo, c'est un nom qui pèse. C'est un nom historique qui vient de la rivière Chopo. Donc, voilà. Pour moi, vous avez posé une question pertinente. Qu'est-ce qui expliquerait le faible poids politique actuel? Le faible poids politique actuel, j'insiste actuel, de la province de la Chopo. C'est le positionnement politique. Dans le positionnement politique de la Chopo, il faut voir les élections passées de 2018. Globalement, la Chopo n'avait pas soutenu le leadership actuel du pays.
Donc, le leadership actuel du pays n'était pas soutenu par la CHOP. La CHOP était dans une autre mouvance politique, sans citer de nom, hein, c'est comme ça qu'on dit, dans une autre mouvance politique de la CHOP. Alors, les soutiens politiques par rapport au régime actuel étaient faibles de la CHOP. C'est que la CHOP, du point de vue de mon analyse, ne pouvait pas peut-être être dans une bonne position d'acquérir beaucoup de postes, puisque le leadership politique que la CHOP avait soutenu n'est pas celui qui est actuel là. Alors la CHOP est un peu dans une position... Vous voulez dire que, selon vous, quelles sont les particularités de la CHOP ou des CHOPOs, les particularités sur le plan physique, mental, comment votre analyse là-dessus? Oui, la particularité de la CHOP, c'est qu'avec la ville de Kisangani, la CHOP est une ville d'abord qui est cosmopolite et une ville hospitalière qui accueille tout le monde. Et tout le monde ici peut devenir leader politique. On a vu, il y a des leaders qu'on n'a pas connus, mais qui ont émergé. Donc ici, vraiment, l'émergence est plus facile. Donc la CHOP... revenez là, l'émergence est plus facile. L'émergence politique. Est plus facile ici. Donc, et plus facile, ça veut dire que la CHOP peut accepter même quelqu'un qui ne connaît pas bien. L'esprit national. Qui ne connaît pas bien, pourvu qu'il ait quelques arguments à lui donner, pourvu qu'il ait aussi un peu de moyens à lui donner. Donc la CHOP n'est pas une province qui combat les autres. C'est pas une province... quand je compare à d'autres provinces, vous avez dit, et je me suis abstenu à être impersonnel, quand on compare la CHOP avec d'autres provinces, c'est une havre de paix. La CHOP ici, on peut bien vivre. Vous pouvez venir de partout, vous installer ici, et vous faites vos affaires, et si vous voulez même émerger politiquement, vous avez des facilités à émerger. Les gens ne vont pas vous combattre terriblement comme dans d'autres provinces. Donc ça, c'est un élément. C'est à la fois une force, c'est à la fois une faiblesse. Quand je dis une force, c'est que c'est un élément positif. Une faiblesse, c'est que on peut même accepter quelqu'un qu'on ne va pas vous connaître, mais qui peut vous créer des dégâts. Donc c'est aussi ça. Alors, deuxième élément de la CHOP, c'est que la CHOP n'a pas d'infrastructure forte, bien installée, n'a pas non plus une mentalité politique de combat, d'exclusion. Donc, parmi les faiblesses, ça que, et aussi la faiblesse, c'est que à la CHOP, il n'y a pas de leader acquis. C'est-à-dire un leader charismatique du genre qu'on a connu dans d'autres provinces. On dit Baba de telle province. C'est-à-dire on n'a pas de notable qui puisse avoir une forte influence de la population auprès de la population d'une manière permanente. Donc le leadership est changeant, est dynamique. Donc vous pouvez être aujourd'hui leader et demain le perdre, et quelqu'un d'autre qui vient d'ailleurs, il vous prend ses leaders. Donc ça sera comme ça. Oui, donc il n'y a pas un ancrage fort du leadership politique. C'est-à-dire, il n'y a pas de leader qui puisse avoir une base acquise d'une façon permanente. Il n'y a pas une coutume politique. Bon, voilà, je peux dire. Bon, il y a aussi ça parmi la faiblesse. Il n'y a pas une coutume politique installée. Donc, voilà. La politique n'est pas dans l'essence. Oui, c'est ça. Ça bouge. Donc, voilà. C'est un terrain qui reste toujours à conquérir. Il n'y a pas quelqu'un qui s'impose sur le terrain d'une manière permanente. Et la pauvreté aussi, parmi les faiblesses. C'est une des villes qui n'a pas beaucoup de ressources économiques, qui n'est pas très développée, puisque il y a certains auteurs, il y a certains penseurs qui estiment qu'il y a un lien entre la culture politique et le niveau de développement économique. Donc, Kisangani, si on compare Kisangani avec des anciennes villes ou des villes qui émergent comme Goma, vous sentez, oui, Goma a émergé. Sur le plan, oui, mais Goma était une petite ville. Et Goma n'avait pas une influence politique importante. Donc, vous imaginez que Goma, déjà, le Nord Kivu,
C'est à 88, avec le découpage là, de 88, que les Kivu, les grands Kivu, a éclaté en 3 provinces. Le Maniema, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Voilà. Donc avant 1988, donc Goma ne pesait pas. Goma était un district. Puisque voilà, c'était Bukavu qui était là. Même Kindu dépassait Goma. Mais Goma a émergé. Goma a émergé à partir du moment où il est devenu le chef-lieu de la province du Nord Kivu. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à beaucoup investir à Goma. Et l'investissement de Goma n'est pas une affaire publique. C'est une affaire des initiatives privées. Donc voilà pourquoi je dis Goma est une ville émergente et qui a émergé au point de faire la concurrence avec Kisangani. Vous vous souvenez, à ce moment-là, on était encore jeunes. Il y avait même de biens économiques, des biens qui venaient de Goma pour être évacués à Kinshasa à partir de Kisangani. Par la route, Kisangani était le point qui reliait l'Est par l'Ouest. Alors, je voulais dire, pour revenir, donc parmi des villes émergentes et des villes anciennes, Kisangani, sur le plan économique, est resté faible. Sur le plan économique. Sur le plan économique. C'est ce que je voulais. Alors la faiblesse de l'économie de Kisangani a des liens avec la pauvreté de la population. Nécessairement. Alors la pauvreté est liée à quoi? Parce que ou bien nous ne voulons pas travailler, ou bien la terre n'est pas fertile, ou c'est quoi normalement? Nous n'avons pas. Ou bien c'est la conception agricole n'est pas efficace. Plusieurs éléments entrent dans l'explication de cette pauvreté de Kisangani. Premier élément, Kisangani, comme ça a été conçu par le pouvoir colonisateur, était une ville administrative. C'est les fonctionnaires de l'État qui étaient nombreux ici. C'était pas. Et deuxièmement, c'est une ville de passage, de transit économique. C'est-à-dire les produits qui viennent de l'Est transitent par ici et vont à Kinshasa par le bateau. Ce qui fait c'est une ville de transit où la richesse passe par ici. Mais on ne sait pas accaparer cette richesse pour qu'elle reste. Troisièmement, c'est que... Ou encore sa production aussi, sa production également est en transit ou bien... Non, la production de Kisangani était importante. Quand les routes de descente agricole étaient en bon état, c'est que Opala produisait, Ubundu produisait, Bafouassende produisait, Banalia produisait, les routes de descente agricole. Mais quand les routes se sont dégradées, donc voilà, Kisangani a perdu un peu ça. La pauvreté de Kisangani vient par le fait aussi, les industries qui étaient ici sont tombées en faillite. Imaginez, Soteski employait à peu près 4000 personnes. Et au jour d'aujourd'hui, Soteski est resté avec moins de 100 personnes. Donc, Sorgeri est tombé en faillite, a fermé les portes. L'Unibra a fermé les portes. Donc, Kisangani est resté qu'avec la Bralima. La Bralima qui a réduit sa capacité de production. Puisque Bralima Kisangani évacuait ses produits sur l'ensemble de tout le Kivu de l'époque. On envoyait nos produits à Kindu, on envoyait nos produits à Bukavu, on envoyait nos produits à Goma. À ce moment-là, Bukavu n'avait pas encore une usine de la Bralima. Maintenant, Bukavu a une usine de la Bralima. Beni maintenant a une usine de l'Inibra. Et l'Inibra, quand a fermé, les gens sont partis vers Beni. Donc, nous avons cette concurrence-là. Donc, il n'y a pas eu un fort investissement. Donc, ça, c'est des éléments de pauvreté. Mais parmi ces éléments de pauvreté, il faut aussi souligner la faiblesse de l'initiative privée. Ici, chez nous, on n'a pas la culture d'entrepreneuriat, si je puis dire comme ça. Donc, très peu de gens sont devenus des entrepreneurs. Donc, ils peuvent faire leurs propres affaires et prospérer dans leurs propres affaires. Très peu de gens de la Chopo. Donc, vous comprenez, ça, et la plupart des hommes d'affaires que nous avons ici viennent du Nord Kivu, viennent du Sud Kivu, et qui viennent investir ici. Donc, parmi les fils de cette terroir de la Chopo, nombreux étaient des acquéreurs. Et vous connaissez les acquéreurs, c'est avec la zaïrianisation que le président Mobutu a fait en 1973, le fait qu'on a pris. Donc, voilà la pauvreté de Kisangani. La pauvreté de Kisangani, c'est que aussi l'État congolais, de tous les régimes, n'a pas beaucoup investi ici.
C'est vrai. Oui, voilà, nous n'avons pas eu de grandes entreprises. Nous avons eu à l'époque, quand je parle de Kisangani, je vois aussi l'époque reculée et je mets là même l'ancienne province orientale. Nous avons un important gisement d'or à Bondo et je me rappelle, je ne cite pas de nom, il y avait un homme d'affaires qui voulait aller ouvrir une usine d'exploitation d'or d'une manière industrielle à Bondo, mais qui a été empêché par le régime de Mobutu et qui ne l'a pas fait. C'est que même les gisements miniers que nous avons de l'or, des diamants, n'a pas encore atteint le niveau industriel. Nous avons toujours l'exploitation artisanale de ces richesses. Ce qui a fait que Kisangani est un peu, en matière d'initiative privée, est aussi en retard par rapport à une ville comme Goma, qui n'a pas été construite par le colonisateur ni par l'État, mais c'est les initiatives privées qui sont à la base du développement économique de Goma. Donc voilà, l'entrepreneuriat. Ça, nous sommes restés encore un peu faibles de ce point de vue-là. Oui. Au niveau aussi intellectuel, l'université de Kisangani s'est élargie avec d'autres facultés à partir de la rébellion d'IRCD, qu'on a créé la faculté de droit, qu'on a créé la faculté des sciences économiques, que la médecine même est arrivée en retard en 85, que la médecine. Ici, nous avions les cliniques universitaires, mais nous ne pouvions pas organiser l'étude de la faculté de médecine. Donc, les médecins stagiaires venaient de Kinshasa pour venir terminer ici et être engagés. Mais il n'y avait pas de faculté là. Mais à partir de 1983, que la faculté de médecine a commencé, la faculté des sciences sociales est entrée à 83 avec la faculté de médecine et plus tard la faculté de droit. Donc au niveau intellectuel aussi, le développement de l'université a été tardif. Et l'impact s'est fait maintenant, mais avec un retard par rapport à d'autres facultés. Voilà. Donc voilà un peu le retard que nous avons accumulé. Il y a d'une part... Vous voulez dire que sur le plan scientifique, la Chopo est forte et en bonne position? Oui, sur le plan scientifique la Chopo est en bonne position, mais elle n'a pas bénéficié de beaucoup de moyens pour que les scientifiques formés localement, c'est-à-dire à Kisangani, puissent avoir une influence, une visibilité nationale. Visibilité nationale. C'est-à-dire, on forme bien les scientifiques ici, on forme bien les intellectuels de haut niveau, mais ces intellectuels ont du mal à s'imposer sur le plan national. Et il y en a qui ont fait quand même les ouvertures. Il n'y a pas d'ouverture là-dessus. Si, ils sont bloqués quelque part. Mais ils n'ont pas d'ouverture de la même façon que ceux qui sont à Kinshasa. Puisque ceux qui sont à Kinshasa sont près des centres de décision. Les centres de décision, c'est le gouvernement. Ils ont le moyen d'avoir des bourses, d'aller à l'étranger, de parfaire leurs études et de revenir occuper des positions de choix. Ceux qui sont à Lubumbashi ont la possibilité d'aller aussi à l'étranger. Est-ce que pour aller faire les études à l'étranger, il faut seulement passer par les institutions nationales ou bien c'est l'autonomie provinciale? Comment vous voyez ça? Donc, il y a l'autonomie provinciale, il y a aussi les moyens personnels. Ce sont les intellectuels de la Chopo qui ne veulent pas fréquenter les pays. Non, ils n'ont pas les moyens de sortir. Ils n'ont pas les moyens de la même façon que les gens du Kivu. Les moyens de transport, moyens financiers. Non, ils n'ont pas. Donc, je vous ai parlé de la pauvreté. Donc, la moyenne de la population dans la pauvreté. Contrairement à nos amis et frères, sœurs du Kivu, je prends le nord et le sud Kivu. Les parents ont des moyens. Les parents envoient leurs enfants faire des études jusqu'à l'étranger. Je vois beaucoup de gens du Nord Kivu, quand je suis à l'étranger, je rencontre les gens, les garçons, les enfants du Kivu qui sont là avec leurs propres bourses, avec les bourses de leurs parents. C'est leurs parents qui les envoient aux études. Alors que nous, ici, c'était l'État. Et à partir du moment où l'État a lâché, la plupart de nos intellectuels, de nos professeurs d'université, pour ne donner que cet exemple, ceux qui sont allés parfaire leurs études, terminer leurs études, doctorat en Europe,
c'est par des bourses de gouvernements, soit congolais, soit de gouvernements étrangers en partenariat avec le gouvernement congolais. Par exemple, la faculté des sciences. Beaucoup de gens de la faculté des sciences ont bénéficié de la bourse de Belge. C'est la coopération belge. C'est la Belgique qui a offert ces bourses via un accord avec le gouvernement congolais. En sciences sociales, c'était encore le projet 20 de la coopération belge. À la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, c'était pareil. La faculté de médecine à l'époque, c'était pareil. Alors que quand vous êtes au sud Kivu, vous êtes au nord Kivu, c'est vraiment des particuliers qui ont des moyens d'envoyer leurs enfants. Et ensuite, il y a eu des églises. Les coopérations avec les églises protestantes. Lui, c'est le développement, c'est l'affaire du docteur Mukwege. Et aussi avec la coopération de l'église protestante. Alors que chez nous, même l'église catholique n'a pas envoyé beaucoup aux études. Très peu déjà. Donc, mais c'est maintenant avec le mouvement, voilà. Bref, donc ces éléments-là font que nous avons la faiblesse. Nous avons la faiblesse que la pauvreté sur le plan économique ne permet pas qu'on envoie les enfants. Mais aussi l'enclavement de la province. La province de la Chopo Kisangani est parmi les villes les plus enclavées. Donc oui, les grandes villes enclavées. Ah bon? Oui, mais vous voyez, la possibilité de sortie est compliquée. Déjà, je vous donne la réalité qui se passe. Depuis le 1er septembre, depuis avant-hier, nous n'avons plus les vols de Congo Airways, qui ne relient plus puisqu'il y a des problèmes. Voilà, il est resté CA seul. Mais pour vous déplacer, aller ailleurs, comme les routes ne fonctionnent plus bien, vous êtes obligé de prendre les avions. Mais ici, rares sont les lignes internationales qui atterrissent à Kisangani. Nous n'avons plus. Nous avions Ethiopian. Ethiopian n'atterrit plus. Nous avions Kenya Airways à un moment donné. Kenya Airways n'atterrit plus. Mais si vous êtes à Goma, Kenya Airways arrive, Ethiopian arrive, et même les gens peuvent aller par la route, ils arrivent au Rwanda. Par la route, vous arrivez à Nairobi. Mais nous, ici, pour arriver en Ouganda, il faut la route. Mais la route, quelle route? Donc voilà, nous avons peu de possibilités de sortie pour l'extérieur. Nous avons peu de contact avec l'extérieur. C'est là aussi englouti la position ou le poids politique de la province de la Chopo, parce que les chercheurs ne sortent pas à l'extérieur, si nous pouvons le dire. Bon, l'extérieur, très peu, mais j'ai dit par rapport d'abord au niveau national. C'est que ceux qui sont ici, au niveau de Kisangani, ont des difficultés déjà à joindre Kinshasa. Et ceux qui sont à Kinshasa sont les anciens. Et les anciens ne permettent pas aux jeunes d'émerger. Au nouveau et surtout ceux qui viennent, et surtout ceux qui viennent des provinces. Ça, c'est au niveau déjà de Kinshasa. Donc ça, pas d'abord à l'étranger. Donc ceux qui évoluent à Kisangani, et quand ils vont à Kinshasa, ils ont déjà de la peine à s'intégrer. Déjà, Kisangani, qui avait beaucoup d'ouverture à l'époque par Kinshasa, avec le délabrement des infrastructures de déplacement, Kisangani est devenu un peu enclavé. Voilà, avant de prendre... Et puis Kisangani, par ceux qui ont précédé, c'est-à-dire les anciens leaders de Kisangani, les anciens leaders de la Chopo, n'ont pas permis à la nouvelle génération d'émerger. D'émerger, déjà, c'est pouvoir les encadrer à comprendre comment le rouage politique fonctionne. Parce que vous pouvez être ici à Kisangani, vous êtes un local comme les Quinois nous appellent. Vous arrivez à Kinshasa, vous êtes un politique, mais vous ne savez pas comment les institutions fonctionnent. Comment trouver des alliances, comment influencer un secteur. Et ça, comme on dit sur le plan politique, il n'y a pas de génération spontanée. Donc, il faut que les générations se forment et se soutiennent pour émerger. Voilà. Pour émerger, avant de prendre, parce que ça nous reste au moins 14 minutes, avant de prendre le niveau international, parce que nous allons revenir là, je vais vous poser cette question. Êtes-vous Chopolais, vous, Dismas, la personne telle que vous êtes Chopolais ou quelqu'un d'autre? Pur Chopolais. Pur Chopolais. Né à la commune Chopo, sur la 4e avenue numéro 11. Né aux cliniques universitaires de Kisangani. Grandi à Kisangani, étudié
J'ai étudié à l'école primaire qui est devenue Salibok aujourd'hui. Oui. C'est là où j'ai terminé mes études primaires. Je suis allé à Maélé où j'ai terminé mes études. Je suis allé à l'université. Donc, pur Tchopolais. Pur Tchopolais. Pur Tchopolais, donc qui connaît la ville de Kisangani comme sa poche. Bon, merci oui. beaucoup. Est-ce que, pourquoi les chercheurs ou encore la politique quinoise, si nous pouvons le dire, considèrent les provinces comme Congo profond? Alors, Congo profond sur base de quoi et par rapport à quoi? Et le terme est profond, pourquoi? Ok. Le premier élément qui fait ça, les Quinois connaissent mal leur pays. Les Quinois connaissent mal la République démocratique du Congo. Il suffit d'être à Kinshasa et de leur dire que je viens de Opala. Un Quinois vous dit Opala, c'est où? Les gens en Bogani, les gens en pays. Donc, les Quinois sont parmi ceux qui connaissent mal le pays, qui ne sont pas suffisamment renseignés et qui ne font pas non plus l'effort de connaître le pays. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, comme la politique du pays était trop centrée à Kinshasa, y compris le développement des infrastructures, y compris l'installation de tous les moyens de communication, c'est à Kinshasa, c'est que les Quinois considèrent que les Mbokatiers, comme ils nous appellent, nous qui venons du village, ils nous considèrent là que nous venons du village, nous sommes moins cultivés. Que eux, c'est eux qui connaissent tout. Un Quinois, quand vous arrivez à Kinshasa, il croit que vous n'avez jamais vu de route asphaltée. Hein? Vous n'avez jamais vu les sauts de moutons. Vous n'avez jamais vu le palais du peuple. Et il croit que ce qui est à Kinshasa n'existe pas dans les provinces. Alors qu'il y a des provinces qui sont déjà mieux organisées, qui ont des infrastructures. Un Louchois, quelqu'un de Lubumbashi, il a peu de gens il a peu de choses qu'il peut admirer à Kinshasa. Puisque la plupart de ces choses sont déjà à Lubumbashi. Quelqu'un qui vient de Goma, il a fait déjà des sorties. Il a contact avec l'extérieur. Le premier élément, comme je disais, le manque d'information. Le deuxième élément, les infrastructures. Tout est à Kinshasa et rien dans les provinces. Alors, ils nous considèrent que quand on arrive là, on va commencer à s'étonner. On s'étonnera même du pain. Alors qu'à Kisangani, quand on était jeune, il y avait des boulangeries qui fabriquaient de pain de meilleure qualité que ceux qui sont à Kinshasa. Nous avions, voilà. Mais aujourd'hui, on n'en a plus. On n'a plus de boulangerie de grande qualité ici. Alors quand on arrive à Kinshasa, on risque de s'étonner. Alors c'est la mauvaise politique des gouvernements de la République de concentrer tout le développement à Kinshasa. Imaginez quand Kisangani avait la Soteski, qui employait 4000 personnes. Il y avait une partie des employés de la Soteski qui venaient de Kinshasa. Kinshasa, Soteski recrutait déjà de Kinshasa. Soteski recrutait des gens de Lubumbashi, qui sont venus travailler ici. Même à la Bralima, à l'Unibra, à la Sorgerie. Si nous étions restés dans cette lancée-là, dans cet élan de développement. Quand vous citez, pourquoi vous ne citez pas l'Autokila? Bon, l'Autokila aussi, l'Autokila. Mais puisque l'Autokila est tombé en faillite depuis longtemps, hein, c'est pour cela que donc voilà que j'oublie. Mais l'Autokila aussi, c'était un bon élan. La sucrerie de l'Autokila avait employé beaucoup de gens qui venaient d'ailleurs. Donc voilà, si nous étions restés dans cet élan de développement, avec beaucoup d'industries qui étaient installées ici, donc à ce moment-là, cette frustration-là, c'est complexe que beaucoup de Boyomais ou de Tchopolais ont vis-à-vis des Quinois, donc ça pouvait faire une bonne affaire. Et si nous étions restés avec autant de moyens de sortie, donc puisque les gens sont en train de partir à Kinshasa, on découvre Kinshasa avec ses points forts et ses points faibles, on ne serait pas complexé. Donc les complexes là, vis-à-vis des Quinois, ne seraient pas là. Mais aujourd'hui, malheureusement, comme je vous ai dit, dans la politique de différents gouvernements que nous avons eus, c'était de concentrer tout à Kinshasa. Tout le développement, c'est à Kinshasa, très peu dans les provinces. Alors que les atouts que nous avons, par exemple, quand je camine à Lubumbashi, dans le Katanga, fonctionnait comme il faut, donc je camine, développer bien les Katanga. Les Katanga, le développement des Katanga en grande partie est dû à la Gécamine. Et aussi à l'initiative privée qui est arrivée plus tard. Ce qui faisait que le Louchois était moins complexé vis-à-vis des Quinois. Voilà, avant de prendre, parce que nous voyons, ça nous reste qu'au moins 7 minutes, il y a cet auditeur, il dit, je m'appelle Gérard Lotombe, depuis commune de Makiso Planton Médical. J'aimerais demander
pourquoi, il dit encore pourquoi, donc je voulais la suite avec beaucoup d'attention. Il est tenté de nous suivre avec beaucoup d'attention notre émission, dans beaucoup de terrains. Mais ce qu'il a dit, plateau médical, mais il a écrit pourquoi voilà. Pourquoi les Tchopolais sont toujours déconsidérés, surtout dans les niveaux, surtout sur le plan national. Je crois que c'est ce qu'il a voulu dire. Donc, déconsidérés. Bon, déconsidérer, c'est trop fort. C'est trop fort. Déconsidérer, c'est trop fort. Mais je dirais peut-être... c'est Gérard Lotombe. Pas pris en considération sur le plan politique, pas entendu. Entendu, c'est le fait qu'on ne sait pas parler d'une même voix, tous les Tchopolais. Il est enseignant au complexe scolaire de la Présidence. Ok, je dis ceci. Pourquoi les Tchopolais, nous n'avons pas la culture sociale? Nous n'avons pas la culture sociale de la solidarité. Ah bon? Oui, quand je suis né et je grandissais, j'ai entendu un terme qui était utilisé par des parents et ailleurs, oli. Qu'est-ce que cela veut dire? Oli, c'est-à-dire chacun pour soi. Oli. Alors, c'est peut-être venu. Donc, oli a dit, après tout, oli, c'est-à-dire chacun pour soi. Donc, l'idée de chacun pour soi règne ici. Il n'y a pas une solidarité au niveau social très forte. Oui. Il n'y a pas de gens, puisque c'est déjà une ville cosmopolite qui s'organise, le fait que les gens viennent de partout, alors c'est difficile qu'ils parlent tous le même langage. Mais quand bien même il s'agit de ressortissants de la Chopo, il y a aussi des difficultés. L'égoïsme prime un peu plus à la Chopo. Voilà. Parce que ça nous reste au moins 3 minutes. Maintenant, nous voulons prendre le niveau international en 3 minutes. Nous allons prendre ça à la fin. Nous revenons, mais les M23 refusent être désarmés. Et même pour être au camp. Oui, être les cantonnements. Donc les cantonnements. Alors, pourquoi ça? Puisqu'il est entêté, ce n'est pas seulement le M23, c'est le Rwanda. Pourquoi le M23 s'entête? Puisqu'il a un allié. Il a derrière lui un allié qu'il estime être fort, qui peut bien le soutenir dans son aventure jusqu'à la fin. Donc le Rwanda entête le M23. Alors c'est pour cela que le M23 est en train de monter les surenchères. Donc, il veut tout simplement être considéré, les dialogues directs. Lui estime que tant qu'il n'y a pas de dialogue direct avec le gouvernement, il ne va pas se désarmer, il ne va pas se cantonner. Puisqu'il veut être vaincu militairement. Il veut être battu sur le terrain militaire. Tant qu'il n'est pas encore vaincu, il va faire toujours des surenchères. S'il y a la puissance de feu qui fait que l'M23 perd beaucoup de territoires, l'M23 sera en position de faiblesse. L'M23 se considère encore qu'il est en position de force. Et c'est pour cela qu'il est en train de poser beaucoup de conditions. Quand vous êtes vaincu, quand vous êtes harcelé, quand vous êtes chassé, quand vous perdez les territoires que vous contrôlez, à ce moment-là, le M23 sera en position de faiblesse. Il y croit. Voilà, en position de faiblesse dans ce sens, mais la MONUSCO et l'EAC, force de l'EAC, si nous pouvons le dire, menacés de quitter le Congo. Que pensez-vous? C'est prévisible. Ils ont montré leur faiblesse. Les attentes de la population congolaise sont nombreuses et sont claires. La population veut que le M23 et le Rwanda puissent quitter notre territoire et que la paix revienne. Et ces forces-là, que ce soit les EAC comme la MONUSCO, sont là pour nous aider à chasser le M23 et le Rwanda. Or, ils ne réussissent pas à le faire. Ils ne réussissent pas à le faire, alors les Congolais sont déçus. Donc, ce qui arrive, c'est la déception. Mais ce que nous disons, que cette déception-là ne nous pousse pas quand même à faire n'importe quoi ou à exiger plus. Donc, c'est la déception de la population qui est manifestée à travers ce genre de comportement. Alors, il appartient à notre gouvernement de tirer les conséquences de ce comportement de la population et de remercier ses forces pour les faire partir. Mais en les faisant partir, il faut qu'on sache que nous devons être forts. Avoir une armée forte, capable de chasser les ennemis. Dismas Kitenge, en 3 minutes. Donc, quelle est la position actuelle
de la politique française vis-à-vis de l'Afrique. Ici, je vois le problème qui se passe, les coups d'État au Gabon, je vois Niger, je vois au Sénégal, il y a quand même les élections et puis il n'y avait pas assez de dissidents. Mais quelle est votre analyse là-dessus? L'analyse, c'est que la politique française en Afrique est remise en cause. Les Africains ne veulent plus que cette ancienne politique de la France, consistant à placer ses préférés au pouvoir. Les pays africains veulent avoir leur indépendance politique vis-à-vis de la France et vis-à-vis de l'extérieur en général. Mais cela s'est fait de la manière un peu brutale, à mon avis. C'est vrai que les Africains veulent se manifester, ils doivent se manifester, ils doivent avoir leur indépendance politique, mais ce qui est vrai aussi, nous ne pouvons pas, cela ne peut pas nous amener à l'extrême de croire que... L'indépendance politique ou l'indépendance économique? J'ai dit l'indépendance politique. Politique. C'est-à-dire les pays africains... On dit l'Afrique aux Africains. Oui. C'est-à-dire que les Africains gouvernent eux-mêmes, sans ingérence extérieure. C'est ce qui est manifesté, qui est réclamé. Donc jusque-là ou bien jusqu'ici, l'indépendance politique n'a pas encore... L'indépendance politique n'est pas encore acquise. Vous avez vu, malgré le fait que les Nigériens, la population du Niger, est tentée de manifester pour que la France les laisse tranquilles et que l'ambassadeur de la France puisse quitter le pays, la France refuse. La France refuse, c'est que, je voulais dire, bien sûr que nous devons avoir notre autonomie politique en Afrique, nous devons émerger, nous devons nous diriger nous-mêmes, mais en sachant que nous ne pouvons pas le faire sans les autres. Quand même, nous sommes pas, le monde ne va pas évoluer en vase clos et nos pays respectifs en Afrique ne vont pas non plus évoluer en vase clos. Nous avons aussi besoin des autres. Mais quand nous avons besoin des autres, il faut limiter leur intervention. Leur intervention ne soit pas dans tous les secteurs de la vie. Il y a des secteurs qui relèvent de la souveraineté du pays qu'il faut à tout prix respecter. Oui. Alors, il y a un autre auditeur qui nous suit vraiment. C'est notre ami... donc, le nom m'échappe à Didier Mboda. Il dit, mais aussi longtemps que le président Paul Kagame est au pouvoir, la RDC ne connaîtra jamais la paix. Pour preuve, le président Kagame avait déclaré en 2001, avec ou sans RDC, je ne quitterai pas la RDC. Bon, je ne pense pas que le président Kagame soit le plus fort de tous les temps. Non. Le président Kagame, aujourd'hui, il a la force, mais demain, il va la perdre. À quelques secondes, parce que vous allez... En quelques secondes, c'est pour dire que je ne crois pas que Kagame est le plus fort de tous les temps. Ce sont les gens qui l'aident et c'est la RDC qui ne veut pas non plus mettre le moyen au niveau de l'armée, que l'armée, la défense soit notre priorité en mettant tous les moyens possibles là. Et nous allons inverser la tendance. Voilà. Parce que le président Kagame sait que les Congolais sont forts. Merci Dismas Kitenge. Merci, vous voyez comment les sujets sont très intéressants. Très intéressant parce que nous sommes allés. Alors, nous avons parlé d'un sujet très important, c'est regard sur le point politique de la Tchopo en RDC. Nous avons également enchassé les questions jusqu'au niveau extérieur. Quel est votre résumé par rapport à ça, par rapport à la Tchopo et par rapport au M23 et la communauté internationale? À quelques secondes. Par rapport à la Tchopo, nous sommes en train de monter. Et le poids politique de la Tchopo dépend de l'engagement et de la mobilisation des fils et filles de la province orientale qui doivent avoir des priorités, qui doivent avoir des stratégies et qui doivent savoir parler d'une même voix devant les intérêts de la province. Devant les intérêts de la province, quand on les identifie, plus de division. Il n'y a plus de division. Tout le monde s'inscrit pour défendre les intérêts de la province de la même façon. Tant que nous aurons cette position-là, tant que nous aurons à privilégier les intérêts de la province au détriment des intérêts personnels, ça donnera. Et ensuite, sur le plan du M23, le combat pour le M23, nous devons l'engager. Nous devons l'engager en donnant le moyen nécessaire à l'armée congolaise. L'armée congolaise n'est pas faible. C'est tout simplement, on ne lui donne pas les moyens qu'il faut pour que cette armée-là soit forte. La position de la France... La position de la France, aussi pour dire que la politique française est remise en cause, mais cette remise ne doit pas être remise de toutes les puissances extérieures. Merci Dismas, parce que les temps, il y a encore...
les minutes qui sont déjà, nous sommes déjà au-delà. Alors, nous avons parlé de ce sujet ici. Regard sur les points politiques de la Tchopo en RDC. Et merci de nous avoir suivis parce qu'on était avec Bienvenue Litete à la technique. Merci vraiment de nous avoir suivis. À la prochaine. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Non, ce n'est pas la dernière fois. On va bientôt aller en congé. Oui, merci beaucoup. On va toujours au retour, nous allons nous retrouver. Absolument. Merci. Merci beaucoup. Merci.